Un être humain est une partie du tout, que nous appelons univers. Une partie limitée dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste. Une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est pour nous une forme de prison, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection des quelques personnes les plus proches de nous. Notre tâche consiste à nous libérer, nous-mêmes, de cette prison, en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser tous les êtres vivants et la nature tout entière dans sa beauté. Personne ne peut tout à fait parvenir à ce résultat. Mais l'effort consenti pour atteindre un tel niveau de conscience participe en soi à la libération et au fondement d'une tranquillité intérieure. Albert Einstein. Moi, ça m'inspire le fait qu'on est dans un milieu, effectivement, la médecine, la santé, où on a un très haut niveau de connaissances scientifiques. Hein, on a quand même des gens qui sont Bac plus 10, Bac plus 12, puis qui refont des DU, des diplômes, etc. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme, quoi, par définition. Le mot que j'utilise, c'est relais. C'est compliqué, hein. Ça veut dire être en paix vis-à-vis de sa propre mortalité et de l'accepter. C'est être en paix avec une certaine nécessité de puissance et d'être, du coup, de la retravailler en disant si je décide ou on me donne l'opportunité de décider, dans quelle finalité je la fais. Et ça c'est un retravail de sens permanent. Qu'est-ce que cela m'évoque? La nécessité de s'ouvrir, de prendre du recul par rapport à ce qu'on décidait initialement, de dézoomer notre point de vue sur les choses, où plus ça va, plus on est agressé, plus on a tendance à centrer le spectre sur ce qui est important. Et je crois que c'est un appel justement à prendre du recul et à considérer notre passage comme étant éphémère, centré, mais un maillon de l'univers. Non, il n'y aura pas l'effort, il y a quelque chose qui est mal dans l'effort, c'est à quel moment dans l'effort peut-être de guérir d'ailleurs, et on en parle en médecine, à partir de quand dans l'effort de guérir je deviens violent. Et c'est ce qu'en médecine on appelle ça l'acharnement thérapeutique. Et en fait, est-ce que même en deçà de ça, sans être dans ces situations où la personne est en danger vital, à partir de quand on est dans une certaine peut-être violence dans le soin, même en tant que médecin généraliste ou cardiologue ou rhumato, parce qu'on veut absolument guérir. Cette partie sur l'illusion où effectivement la conscience c'est comme une toile sur laquelle on passe un film et notre vie est le film et donc c'est de pouvoir prendre conscience que c'est un film mais qu'on n'est pas le film non plus et qu'on peut s'en détacher et que la toile, quel que soit le film, la toile blanche, elle reste la toile blanche. C'est la tranquillité intérieure pour moi. Donc c'est au tout début du texte, le fait d'être une unité séparée du reste du monde. Ça, c'est aussi dans tout ce qui est justement cette troisième vague, de se dire que non, il y a une interdépendance permanente, quoi. Donc on n'est pas quelque chose d'isolé au milieu du reste, tout est en dépendance. Voilà ce que ça m'évoque. Celui avec lequel je vais vivre le plus aujourd'hui à cette lecture, c'est embrasser. Embrasser la nature et tous les êtres. Pour moi, embrasser, ça parle de tendresse, ça parle de douceur et de respect, de considération de la nature et de tous les êtres. Oui, c'est magnifique. Oui. Mais ça rejoint vraiment la question de... Oui, c'est ça, on est soi, mais on est part d'un tout.
C'est de la cosmologie, quasiment. Et oui, je pense qu'on a tendance à l'oublier très facilement. Finalement, tout à l'heure, j'utilisais je ne sais plus, à un moment, je dis solipsisme, mais je trouve que c'est ça, en fait. Le vrai enjeu, c'est que ce n'est pas une histoire d'égoïsme, on a le droit d'être égoïste. Ce qu'on ne peut pas, c'est vivre dans une illusion solipsiste. Et des fois, j'ai l'impression, et pas seulement dans le métro parisien, que les gens oublient que les autres existent. Et finalement, ils reproduisent une espèce d'illusion qui seraient les seuls, et que tout n'est que eux. C'est le Truman Show, quoi. C'est quand même particulier, hein. Donc ouais, ce souvenir qu'on est relié au reste, à la nature, à la vie, au cosmos. C'est Hubert Reeves qui dit qu'on est des poussières d'étoiles, hein. On est tous des poussières d'étoiles. Donc, ouais, je voudrais citer Pierre Dac, parce que généralement on ne le cite pas dans ce genre de MOOC, mais je vais le citer à la question, disait-il, qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Et il répondait, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Et je crois que c'est ça, c'est qu'on fait partie de la Terre. Et Einstein dit on fait partie d'un tout, c'est une évidence, mais c'est une énorme évidence. Quand il parle d'univers, il ne savait pas encore que probablement il y a des multivers et non pas d'univers. Et que c'est un truc, c'est fondamental. C'est fondamental de savoir que quand on rentre dans de l'eau de mer, on a la vie tout autour de nous, et qu'il n'y a pas que le vent, il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand. On en fait partie, on vit, on meurt, c'est le contrat. Le temps qu'on a à vivre, c'est une chance incroyable. Il faut la saisir et accepter de mourir. C'est marrant parce que j'essaie de me dire tous les matins, en tout cas à chaque fois que j'ai le temps, à quel point je suis et nous sommes des poussières d'étoiles et j'ai la chance d'être vivant et le privilège d'en avoir conscience. Et pour moi, ça résonne donc particulièrement avec ce que tu viens de dire parce que c'est ma manière à moi de dire à peu près la même chose. Et ça m'aide à relativiser tout un tas de choses. Ça permet de penser la question de la finitude. On parlait de l'être pour la mort tout à l'heure. D'être un peu apaisé parce que cette question de la finitude, quand on s'engage dans les études de médecine, on se la pose très très jeune en fait. On peut même se poser la question de pourquoi est-ce qu'on s'est embarqué dans cette galère, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'aller si loin finalement, si jeune au contact de ces questions existentielles, alors qu'on est, en tout cas dans les sociétés occidentales, jusqu'à l'année dernière, on était presque dans un déni de la mort. Donc, je trouve que ça permet de s'apaiser un petit peu par rapport à la question du sens de ce qu'on vit, de ce qu'on construit, et puis de ce qui restera quand on disparaîtra, et d'être un peu apaisé. Dans ce texte, j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi la question de l'être animal, de l'être végétal, enfin de la vie en général. Finalement, ça ne s'arrête pas à notre petite vie personnelle, mais il y a un grand tout, il y a une œuvre collective. Et je trouve que d'avoir cette conscience un peu aiguë de notre finitude et de notre vulnérabilité, aiguë dans le sens de permanente, il me semble que ce n'est pas morbide, mais qu'au contraire, ça génère d'abord l'envie de profiter de la vie, et puis ça génère une attitude douce vis-à-vis des autres et une conscience de notre interdépendance. Oui, mais alors ouais, je connaissais cette citation d'Albert Einstein et elle résonne complètement avec toutes ces pratiques de méditation. Et je pense que ces pratiques, quelque part, offrent une des voies possibles pour arriver justement à cultiver cette connexion que l'on a avec les autres et le monde, à renforcer ça. Ce qui me touche particulièrement dans ce texte, c'est cette notion de faire partie d'un tout. Et aussi cette illusion d'optique dont parle Einstein, cette illusion de se sentir séparé des autres et de l'environnement. Et ça, pour moi, c'est vraiment le cœur de la pratique de
de la pratique de la méditation, c'est de dissoudre ce sens de l'identité. Qu'il y aurait une identité autonome et séparée d'autrui. Alors certes, à un certain niveau, on est des êtres différenciés. Il y a des fleurs, il y a Chloé, il y a Swazik et d'autres. Mais à un autre niveau, rien ne peut exister sans l'univers entier. J'ai envie de dire que je trouve que l'hôpital est un lieu magnifique, moi qui me fascine, et je trouve qu'on devrait déployer beaucoup de moyens, notamment de formation, pour soutenir les personnes qui s'engagent dans ces carrières-là. Étant au chevet du patient, j'ai ressenti progressivement un malaise. J'ai ressenti progressivement un malaise chez les soignants et chez les médecins. Et ça a généré chez moi beaucoup d'étonnement quant à la gestion des ressources humaines au sein de l'hôpital. L'hôpital était fatigué, sous tension avant. Il est encore plus aujourd'hui. Donc, je suis Frédérique Penaud-Lorca. Je suis directrice générale du centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand, qui est un centre de lutte contre le cancer. Et je suis médecin, puisque les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont médecins. Véronique Roux, je suis directrice des ressources humaines du centre Jean Perrin depuis 6 ans maintenant. Je dirais que malheureusement, souvent l'initiative du CARE est partie des femmes, que dans la vie quotidienne, c'est souvent des tâches très féminines, le care aussi, et que la volonté, en tout cas que j'ai, mais je pense qu'on a toutes les deux, c'est que ça passe aussi du côté des hommes, en fait, que ce ne soit pas que les femmes qui prennent ces initiatives-là. Et on a dans notre établissement plusieurs hommes qui sont très investis dans le care aussi, et je pense que c'est important, mais c'est vrai que c'est un peu au départ quelque chose aussi de féminin peut-être, hein, d'être justement plus dans l'écoute, la bienveillance, mais justement il faut que ça sorte du côté féminin. C'est ce que j'espère. On s'était rendu compte quand même, en 2017, on a fait des ateliers un petit peu pour analyser interservices les attentes du personnel en termes de qualité de la vie au travail, de bien-être au travail. Et on s'est quand même rendu compte que les services qui étaient le plus en contact avec des patients en souffrance, et notamment l'oncologie, c'était quand même des services qui avaient un niveau de souffrance au travail le plus élevé. Voilà. Donc ça me paraît très important, si vous voulez, d'avoir une cohérence entre cette culture du care pour les patients et du care pour soi-même et pour nos salariés. Voilà. Effectivement, en 2020, puisque j'ai fait le bilan de mon année 2020, et malgré la crise sanitaire, malgré des gens qui sont retrouvés en situation de personnes vulnérables, du coup en arrêt de travail, globalement, j'ai eu moins d'arrêts maladie en 2020 qu'en 2019. C'est assez paradoxal quand même, hein. Je pense que c'est dû au fait que tout le monde a été uni et puis mobilisé. Mais je suis très prudente sur l'année 2021 parce qu'on se rend compte qu'il y a un épuisement quand même des gens. Parce que la crise sanitaire, c'est pas pareil d'être en situation de crise quand ça dure 6 mois, 3 mois et quand ça dure peut-être 1 an et demi, 2 ans, quoi. En fait, le CARE comme projet d'établissement, ça me paraît une évidence. Donc, CARE pour les patients et CARE pour les personnels, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, hein, on ne prend bien soin des autres que si on a pris soin de soi-même. Il y a plusieurs niveaux de prise de risque. Le niveau numéro 1, quand on est face à la directrice financière ou au directeur général adjoint, c'est combien ça va nous coûter. Parce que toute cette partie-là du soin n'est absolument pas financée aujourd'hui. Cette absence de valorisation du temps donné et des choses comme ça, on est quand même vraiment dans le monde hospitalo-universitaire sur de la publication, de la quantité de patients vus et de choses comme ça, et de la rentabilité hospitalière, et pas nécessairement sur du
qualitatif, mais ça c'est parfois compliqué. Je vais le dire, sans que tu me poses la question, mais ça me semble majeur. Le soin, ça coûte. Le soin, c'est cher. Le soin, ça prend du temps. Oui, je pense que le médecin a un rôle central là pour arriver à coordonner ses pratiques et être dans ce soin et donc proposer des actions. Et proposer des actions qui vont être tracées, élément important, donc tracées. Ce qui veut dire que si on les trace, on va pouvoir commencer à regarder si on ne fait pas des économies de santé, et notamment des économies d'hospitalisation non programmée. L'Académie de médecine l'a dit dans 2 rapports. Un rapport en 2011 sur la culture de la prévention qui n'existe pas en France, et on attend que ce soit bien grave pour aller consulter. Et un deuxième rapport 2013 sur les interventions non médicamenteuses, sur les thérapies complémentaires, il l'a appelé comme ça, en disant mais si on mettait vraiment ces investissements-là initiaux, c'est un investissement effectivement, mais les bénéfices économiques directs sont conséquents. Et je ne parle même pas des bénéfices indirects, oui, et tout le fardeau pour les proches, pour les problèmes qui sont associés, sur lesquels on pourrait limiter un certain nombre de traitements, on pourrait limiter des hospitalisations non programmées. Et le vieillissement de la population fait qu'il y aura du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de souci, il y aura vraiment du travail pour tout le monde. Tout l'enjeu est de dire, s'il y a des bénéfices économiques, des bénéfices sociétaux, des bénéfices sociaux, des bénéfices sur la qualité de vie, et pourquoi on ne le met pas en place? Eh bien, c'est vrai que c'est parfois un peu étonnant de ne pas avoir un décideur un peu plus courageux qui, dans les structures hospitalières, c'est encore une fois une question de volonté, de dire on pourrait mieux former les médecins, on pourrait mieux former les infirmières à ces interventions non médicamenteuses, ça ne coûterait rien et surtout ça pourrait rapporter. Donc si ce n'est pas ça l'enjeu, c'est qu'il y a autre chose qui se joue. Je m'appelle David Viala, donc je suis un des cofondateurs de l'Oasis Citadine, donc qui est une ferme urbaine collaborative à Montpellier, inspirée de la permaculture. Les horaires de l'association évoluent dans le temps. Chez nous, en fait, le métronome, c'est les poules. Voilà. On vit dans des sociétés aujourd'hui qui sont censées servir les humains, mais en fait, on se rend compte que le déchet principal aujourd'hui qu'on a, au-delà de tous nos plastiques, etc., c'est les humains. On casse les humains. On a perdu tous les liens sociaux, on a des gens qui sont tous en dépression, en burn-out, etc. C'est un projet très humain dans lequel on essaie vraiment de partager tous nos savoirs et surtout d'apprendre aux gens à mettre en valeur eux-mêmes leur propre savoir et leurs compétences. Et on voit que ce contact avec la terre, avec les rythmes en fait, avec la respiration finalement de la terre est vachement important. Et que quand on donne l'opportunité aux gens de pouvoir s'y reconnecter, l'agriculture moderne s'intéresse beaucoup à nourrir les plantes. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement ça ne fonctionne plus, ça ne marche pas ce système. Et que c'est parce qu'on a oublié la base, c'est le sol en fait. Et donc ce qu'on fait nous ici principalement, c'est nourrir le sol, régénérer le sol. Il est en dessous et petit à petit les vers de terre ils commencent à le mélanger avec ce nouveau sol qu'on crée. Et plus ça va, plus on va créer en fait de sol et stocker de l'énergie, des nutriments en fait dans le sol. Et c'est vraiment ça en fait la base en fait de notre agriculture et de ce qu'on fait, c'est qu'on prend soin du sol. Et ensuite, les plantes qui poussent dessus, elles se développent beaucoup mieux. C'est là le parallèle avec le monde médical, il est là. Tout part de là. On est une petite graine et on se développe dans 2 plans, vers le bas et vers le haut. Mais il faut prendre soin de ça, de cet enracinement. C'est clair, hein? La permaculture, la définition que nous utilisons, c'est que c'est une manière consciente de concevoir des écosystèmes. Et ces écosystèmes, on veut qu'ils aient 3 qualités principales. On veut qu'ils soient vivants, durables et résilients. Ce qui est vivant, c'est pour moi, c'est l'inverse de, par exemple, ce qui se fait dans l'agriculture moderne aujourd'hui, des fois, où on a des espèces de champs en monoculture, sans couvert, le sol est nu, on le laboure, etc. Tout ça. On va regarder ce sol-là, il n'y a rien.
Il y a de l'argile, peut-être du sable, je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas une bactérie, il n'y a pas un champignon, il n'y a pas un ver de terre, il n'y a rien du tout. C'est pas vivant en fait. Alors qu'on va dans un sol de forêt, on écarte le paillage et là on voit des dizaines, des centaines d'insectes, des réseaux de mycélium partout, des vers de terre, plein de petits cloportes, de choses qui se baladent partout. Voilà, la vie, ce qui est vivant, c'est ça. Et en fait, pour moi, la vie, elle se définit comme quelque chose qui fait circuler l'énergie. Finalement, quand on veut créer quelque chose, ou en tout cas faciliter la vie, on va juste créer les conditions pour qu'elle puisse s'installer. Et en fait, la vie, elle trouvera son chemin. C'est passer d'une exploitation agricole, où voilà, on exploite le sol, à un métier de paysan, où on cultive le pays, on cultive la vie. Et une fois qu'on a commencé à faire ça, on se rend compte que la vie, c'est la générosité. Et là, on peut revenir peut-être sur les 3 principes éthiques que je n'ai pas donné tout à l'heure, mais c'est le cœur de la permaculture, c'est prendre soin du sol. Donc c'est déjà écrit dedans, prendre soin de la terre, prendre soin du sol, prendre soin des humains. Donc là, on est en plein dedans, mais voilà, c'est prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, sinon ça ne marche pas. Faire les choses dans l'ordre, prendre soin des autres et ensuite faire ensemble tout ça. Et une fois qu'on a ces deux, prendre soin du sol, prendre soin des humains, le 3e principe, c'est créer l'abondance. Ça découle forcément de ces 2 premiers. Créer l'abondance, partager les surplus, partager les ressources de façon équitable. Et si on regarde comment fonctionne la nature, c'est comme ça qu'elle fonctionne. La vie est extrêmement généreuse. Et une graine qu'on a plantée dans le sol, qu'on a laissée grandir, on ne l'a pas mangée, on l'a laissée là, elle fait une fleur, et là il y a 400 graines sur cette fleur. Donc on voit le pouvoir quand même multiplicateur de la nature et la générosité qui en découle. Par contre, il faut lui laisser le temps de s'exprimer, de s'installer, de se mettre en place. Prendre soin de l'humain, ça passe par justement créer des conditions favorables pour que chacun puisse se respecter, respecter son propre rythme, etc. Et chacun peut trouver ses outils. M'a parfois fait comprendre que mon métier, c'était d'abord d'être médecin. Comme si ça excluait. Et là, ça, c'est dur à avaler. Comme si ça excluait le fait que je puisse faire un soin qui soit dans la relation, qui ne passe pas par la prescription de quelque chose. C'est tellement rare d'avoir un moment où on peut s'asseoir avec la personne. On n'est pas venu pour rééquilibrer son traitement, on n'est pas venu pour discuter avec lui de telle thérapeutique qu'on veut lui proposer et avoir son accord. On n'est pas venu en fait pour obtenir quelque chose de lui, parce que c'est quand même souvent ce que l'on fait dans notre pratique médicale. On va interroger le patient. On va l'interroger, puis on veut recueillir des informations ciblées, parce qu'on est souvent pressé par le temps. Mais là, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Et ça, les patients, ils savent me le dire. Je crois qu'ils sont tout à fait conscients du cadeau que c'est d'avoir le médecin qui vient, mais sans attente. Et ben, tu vois, moi, c'est ça que j'adore. C'est que quand je fais la méditation avec eux, je suis pas au-dessus d'eux, quoi. Je suis au même niveau, je suis avec eux. Et ça, c'est génial. C'est comme si je leur prenais la main et qu'on marchait ensemble, c'est pareil. Si je dois donner un message pour les jeunes qui entreprennent ce chemin du soin, c'est pas un chemin facile, mais c'est aussi un privilège, comme dit Rita Charan. C'est un privilège d'avoir cette relation physique très rapprochée. Si je dois donner un message, je dirais soyez spacieux. Créez de l'espace en vous. Pourquoi? Parce que créer de l'espace fait que la souffrance se dilue. Par exemple, je mets du sel dans un verre d'eau. Ah ben, je bois le verre d'eau, mais c'est pas bon, c'est trop salé. Si je mets un cuillère de sel dans un lac, je goûte l'eau du lac, ben, elle est douce. Donc cette idée de se percevoir comme un lac dans lequel
je peux accueillir la souffrance parce que c'est un lac et pas parce que c'est un verre d'eau. Alors soyez spacieux, créez cet espace à travers des pratiques. Bien sûr, on peut avoir différentes pratiques. La méditation en est une, mais il y a d'autres pratiques aussi. Il faut, je pense, beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de recul, beaucoup d'autocritique, d'auto-observation, de questionnement. Et c'est compliqué quoi, d'avoir le temps de faire ça. Et si tu es tout seul à essayer de changer le monde, bah, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Mais si tu sais trouver un collectif dans lequel on peut réussir à au moins faire un petit pas en avant, ben c'est déjà ça. Et puis j'ai envie de dire que le livre vraiment La médecine sans le corps est de Didier Sicard. 2002, je crois qu'il est épuisé. Je l'ai donné à un étudiant, il ne me l'a jamais rendu, mais je ne sais plus lequel. Donc je l'ai plus ce bouquin. Donc si quelqu'un l'a, il peut me l'envoyer. Non, je plaisante, mais je pense qu'il est emblématique, en tout cas, d'un choix là, et d'une trajectoire, entre guillemets, sur lequel soit la médecine va devenir une médecine des ingénieurs et que l'intelligence artificielle qui commence à montrer en dermatologie que l'IA est plus forte que l'humain dans le diagnostic, etc. Et que cette médecine de l'ingénieur peut arriver et qu'on devine ou qu'on voit dans des films de science-fiction, c'est peut-être une voie. Moi, je pense qu'elle est plus sur une autre voie, qui est la voie de l'intime, la voie d'aller toucher cette vérité-là, profonde. On se projette aujourd'hui sur que va être la médecine dans 50 ans, avec l'intelligence artificielle, la robotique, les algorithmes. Quels sont les métiers qui vont vraiment rester dans les 50, 100 ans qui viennent? Ça sera les métiers de proximité, ça sera vraiment le care. C'est ça qui va rester, parce que ça ne pourra pas être remplacé. Peut-être qu'on aura des robots chirurgicaux qui seront de plus en plus précis, qui n'auront peut-être même plus besoin d'avoir vraiment un opérateur. Peut-être que dans mon métier, dans 60-70 ans, finalement, l'ordinateur fera les diagnostics, les pronostics, etc. Mais prendre la main de quelqu'un, se préoccuper de cette personne, être là, apporter vraiment cet enveloppement, c'est ce qui va rester. Donc pour moi, c'est fondamental. Ce que je peux dire, c'est que toute cette expérience avec les étudiants en médecine et avec toi, Chloé, à chaque fois, ça a été une expérience très proche du cœur avec les étudiants. Et d'avoir partagé ça et de continuer de partager ça avec les étudiants en médecine et de voir de quelle façon ça vient servir et leur vie personnelle et bien sûr la relation aux patients, c'est quelque chose qui me réjouit très très profondément. Et j'espère qu'on pourra continuer. Sache que je ne t'aime pas et que je t'aime. Et je trouve ça hyper beau parce que ça parle pour moi du rapport à l'autre, de la relation et de l'infini et de deux choses qui cohabitent en même temps. J'ai pensé à ça, je ne sais pas pourquoi. Sache que je ne t'aime pas et que je t'aime, je trouve ça trop beau.